Oui, bonjour tout le monde, bienvenue aux conférences du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Émilie Allard qui a déposé sa thèse il y a quelques semaines et qu'aujourd'hui va nous parler un peu de ce qu'elle a découvert lors de son doctorat. Donc, c'est en diagnostic et décès, l'expérience de préparation à la perte de conjointes de personnes vivant avec un cancer. Alors, Émilie, je te laisse la parole. Oui, merci François. Donc, bonjour à tous. Donc, Émilie Allard, candidate au doctorat en sciences infirmières à l'Université de Montréal, sous la direction d'Alain Legault, qui est également un chercheur au réseau, et Christine Genet, qui est professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières et qui s'intéresse au deuil des familles lors du suicide d'un adolescent et à la postvention. Donc, comme François l'a dit, j'ai déposé ma thèse avant Noël. Donc, j'ai passé un très beau temps des fêtes, mais j'ai toujours pas terminé. Donc, il me reste ma soutenance à faire. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un peu le portrait de ma thèse, mais je vais aussi parler de résultats préliminaires. Donc, c'est pas des résultats préliminaires du début de l'analyse, mais je dois quand même encore parler de résultats préliminaires puisque je n'ai pas soutenu ma thèse. Je vais faire avancer. Donc, avant de commencer la présentation, je voulais quand même faire quelques petits remerciements. Des gros remerciements, en fait, aux 11 conjointes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon étude, qui m'ont offert de leur temps, qui m'ont ouvert leur cœur, leur tête, et qui ont bien voulu participer aux entretiens, mais aussi aux autres conjointes qui ont été recrutées et avec qui je n'ai pas pu discuter pour toutes sortes de raisons, mais qui m'ont quand même entendu parler de ma thèse et de ma recherche dans le cadre d'un appel téléphonique et qui m'ont mentionné à quel point c'était important la recherche que je faisais. Et cette motivation-là, lorsqu'on fait nos études, c'est très important et ça m'a montré l'importance, en fait, de s'intéresser à leur expérience. Aussi aux autres professionnels de la santé qui m'ont aidé dans mon recrutement. Donc, j'avais plusieurs centres qui m'ont aidé et tous ces professionnels-là qui m'ont fait confiance dans ce processus de recherche-là qui était éthique, qui était professionnel. Donc, je veux les remercier aussi. C'est certain que dans le cadre de mon cheminement académique, mon directeur, ma co-directrice m'ont lu, relu et re-relu à de nombreuses reprises, particulièrement dans les derniers mois avant de déposer. Il y a eu plusieurs bourses que j'ai eues dans le cadre de mes études et sans ça, je n'aurais probablement pas été en mesure de faire mes études dans le temps qui était prévu à cet effet. Et finalement, mais les réseaux aussi, donc le RQSPAL, mais aussi le CRIS, qui m'ont offert autant du soutien financier que du soutien émotionnel, du soutien de recherche et l'occasion, en fait, de présenter mes résultats comme aujourd'hui. Le plan de la présentation, ça va être de parler de ma problématique de recherche, le contexte un petit peu et toute la revue de littérature qui m'a amené à préciser ma question de recherche, le but et ma méthodologie. Je vais vous présenter rapidement l'échantillon que j'ai eu et mes résultats préliminaires. Puis, je vais finir ça avec quelques recommandations. Donc, le contexte. Pourquoi est-ce que j'ai fait ma recherche sur l'expérience des conjointes de personnes qui vivent avec un cancer? Bien, premièrement, ça part d'une expérience personnelle. Mon père est décédé du cancer en 2013 et pendant que je le soutenais dans cette expérience-là et que je soutenais ma famille aussi, je me suis posé plusieurs questions à savoir si tout le monde dans la famille vivait la même expérience que moi. Et ça m'a invité à me poser des questions. Entre autres, pourquoi le cancer, c'est différent de d'autres maladies? Bon, je ne vous ferai pas toutes les statistiques sur le cancer, juste de savoir que c'est une des causes de décès les plus importantes au Canada, c'est important. Puis, la trajectoire du cancer, c'est une trajectoire qui est davantage prévisible en raison sa trajectoire est différente des autres maladies chroniques. Si on compare avec l'Alzheimer, par exemple, ou avec les insuffisances cardiaques et respiratoires,
Puis, du moment où on arrête les traitements curatifs, on remarque qu'il y a quand même une courbe, un déclin assez progressif vers le décès, ce qui n'arrive pas nécessairement lors des autres maladies chroniques où on voit davantage des gains et des pertes au niveau de l'état de santé de la personne progressif vers le décès. Vers le cancer, il y a une ligne assez droite, assez linéaire, puis un déclin à partir de l'arrêt des traitements curatifs. Et lorsqu'on arrête les traitements curatifs dans le cancer, on peut s'attendre à ce que les gens se posent des questions par rapport à ce qui va suivre, par rapport à la mort, par rapport au deuil qu'ils vont vivre. Et donc, je me suis intéressée, qu'est-ce que la littérature dit sur l'expérience des proches pendant le diagnostic, entre le diagnostic et le décès, en fait, de la personne. Et pendant que je cherchais, j'ai vu deux grands concepts. Il y a le concept du deuil anticipé, qui est une expérience de deuil qui est vécue avant le décès d'un proche. Donc, vraiment un deuil comme on le verrait après le décès, mais avant le décès. Et ça a été, premièrement, issu des travaux de Eric Lindemann, qui était un psychiatre américain, en 1944. Et lui, dans son étude, il avait vu plusieurs populations, dont les femmes et les mères de personnes qui étaient envoyées à la guerre, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ils avaient vu que ces personnes-là avaient les mêmes symptômes de deuil qu'une personne qui avait perdu un être cher dans un accident ou par la maladie. Mais par contre, leurs proches n'étaient pas nécessairement morts, ils étaient seulement envoyés à la guerre. Et donc, il a vu chez ces femmes-là un travail de détachement émotionnel envers la personne envoyée à la guerre, tel que lorsqu'elle revenait de la guerre, parfois, il y avait tellement un gros détachement émotionnel qu'il y avait des divorces qui arrivaient. Et donc, ça a commencé comme ça, et ce concept-là a été repris autant dans la maladie chronique auprès des personnes malades qu'auprès des proches. Mais il y a toujours ce travail de détachement émotionnel et cet aspect de deuil, de symptômes de deuil qui est présent quand on parle du deuil anticipé. Il y a un autre concept qui s'appelle la préparation à la mort, qui est un sentiment d'être prêt. En anglais, il l'appelle le readiness, au moment de la mort d'un proche. Et là, je vous ai souligné au moment de la mort parce que c'est important. La plupart des personnes qui ont écrit sur la préparation à la mort disent que c'est une préparation au moment du décès. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là où le décès, où il y a le passage entre la vie et la mort? Donc, autant pour les proches, la façon qu'elles le vivent, que pour la personne qui est malade. Cette préparation à la mort-là peut être d'ordre pratique, cognitive ou émotionnel. Par contre, les auteurs disent souvent que la préparation émotionnelle à la mort d'un individu est très difficile à atteindre. C'est plus facile de se préparer pratiquement et cognitivement. Et la façon dont les auteurs, dont Hébert et Hall, le proposent, c'est par la communication professionnelle. Donc, si les professionnels de la santé communiquent bien, informent bien les gens, ça va être plus facile pour eux de se préparer à la mort de leurs proches. Donc, c'est mettre beaucoup l'emphase sur le professionnel et un peu moins sur les proches, en ce cas-ci. C'est seulement deux concepts parmi tant d'autres, mais dans les limites que j'ai vues de la littérature, on faisait souvent la distinction entre les composantes cognitives et émotionnelles de l'expérience. Et alors, pour moi, dans une perspective davantage humaniste, où on voit davantage les composantes comme étant interreliées, s'influençant une et autre, et qu'on ne peut pas les séparer, je trouvais ça impossible de faire la distinction. Et important, en fait, de faire une recherche qui ne poussait pas à faire cette distinction-là entre les composantes d'une expérience. Il y a aussi, les études se font majoritairement de façon rétrospective, c'est-à-dire qu'ils explorent l'expérience qui est vécue avant la mort, après la mort. Et ça peut être fait dans les mois qui suivent le décès ou dans les années qui suivent. Pourtant, je me dis que plus on étire le temps, plus il y a de risques qu'on oublie certains aspects. Et aussi le deuil. On vit un deuil d'une personne et là, on se demande à aller voir ce qui s'est passé avant. Donc, je me dis, ça peut
peut-être influencer le tout. Et finalement, une autre grosse limite de la littérature, c'est que toutes les relations étaient confondues. Un gros melting pot. Quand on regarde les études, la plupart d'entre elles disent s'intéressent à l'expérience des proches, mais les proches étant autant les grands-parents que les parents, que les conjoints, que les amis, les voisins, alors que la relation qu'on entretient avec une personne peut amener des différences dans l'expérience qu'on va vivre. Ce qui m'amène à me positionner, à dire, bon, mais qu'est-ce que vivent les conjointes? Pourquoi les conjointes? Quand on regarde les statistiques sur la proche aidance ou les écrits sur la proche aidance, on se rend compte que les femmes sont souvent vues comme étant une population plus vulnérable parce qu'elles offrent davantage des soins plus complexes, intimes, davantage de soutien émotionnel et un nombre d'heures qui est plus élevé par semaine que leurs homologues masculins. Elles combinent aussi le rôle d'aidante avec d'autres rôles sociaux comme être mère de famille, travailleur. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que les femmes sont plus vulnérables quand on regarde les statistiques sur la proche aidance. Encore sous ces statistiques-là, on voit des groupes de proches, donc des conjoints et des conjointes, de par la proximité quotidienne vécue avec la personne malade, donc le conjoint ou la conjointe malade. Elles offrent des soins qui sont plus intenses et plus complexes. Et le fait d'accompagner une personne malade, donc son conjoint ou sa conjointe, ça a des impacts, autant cette maladie-là que d'être le proche aidant et la mort de cette personne-là va avoir des impacts sur les plans de vie qui sont préétablis. Par exemple, les plans de retraite, la planification familiale. Ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsqu'on prend, par exemple, on évalue les parents. Donc, je me suis dit, bon, ben si je regroupe ces deux éléments de vulnérabilité-là ensemble et que je m'intéresse aux femmes conjointes, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, vous avez un peu, grosso modo, mon contexte et ma problématique. Alors, le but de ma recherche était de proposer un modèle du processus de préparation à la perte d'une personne vivant avec un cancer à partir du point de vue de conjointe. Pour arriver à avoir une meilleure compréhension de l'expérience, je me suis basée sur un devis de recherche qualitatif, en fait, une théorisation ancrée. La façon que ça fonctionne en théorisation ancrée, c'est qu'on veut faire notre collecte et notre analyse de façon simultanée et circulaire. Donc, on commence un petit peu notre collecte de données, une entrevue, puis on va l'analyser immédiatement pour que les résultats de notre analyse, de notre première analyse d'entrevue, puissent influencer autant notre recrutement que les questions d'entrevue qu'on pourrait poser. Et puis, ça va tranquillement, tout ce processus circulaire-là d'analyse et de collecte de données va créer une théorie qui est plus dense, qui est plus spécifique par rapport à l'expérience qu'on cherche. La façon dont j'ai fait ma collecte de données, je l'ai faite par entretien ouvert. Donc, je posais une grande question dès le départ qui m'amenait à poser des petites questions de spécification par-ci, par-là, mais vraiment une question et ça pouvait ouvrir sur 2 heures d'entrevue facilement. J'avais un questionnaire sociodémographique qui me donnait quelques données sur la participante, mais également sur sa situation familiale, sur la situation de son conjoint ou sa conjointe. Et j'avais un journal de bord qui contenait autant des données de terrain, mes notes de terrain lors de l'entrevue, que des réflexions immédiatement après l'entrevue, que mes réflexions pendant l'analyse. Et tous ces éléments-là étaient pris en compte dans l'analyse. C'était toutes les données d'analyse que j'utilisais. Le recrutement des participants est effectué par des professionnels de la santé qui travaillaient dans 10 établissements de la grande région de Montréal. J'ai fait affaire avec un CIUS, donc il y avait des établissements qui offraient des services de soins à domicile en soins palliatifs, des services de soins à domicile généraux. J'avais autant des centres hospitaliers
qui avait des services d'oncologie et de soins palliatifs. J'avais un organisme sans but lucratif de la grande région de Montréal qui offrait des services de soins palliatifs à domicile. Et j'avais 3 maisons de soins palliatifs. Et ces établissements-là, ils n'ont pas été là tout au même point dans ma recherche parce que le recrutement s'est fait lentement. Il y a eu des difficultés de recrutement. Donc, à chaque fois, je me posais des questions d'analyse me disant, bon, mais il faudrait que je recrute davantage des femmes qui sont plus près du décès de leur conjoint. Où est-ce que je pourrais ouvrir mon recrutement? Donc, je suis allée chercher des établissements au fur et à mesure que j'en avais besoin. Les critères de sélection, dès le départ, étaient d'avoir 18 ans et plus, d'être une femme, qui se définissait comme étant la conjointe de la personne malade. Et je l'ai mis assez large. En fait, moi, je m'intéressais à rencontrer des femmes, des conjointes. Je n'avais pas établi de critères sur est-ce que la relation doit être hétérosexuelle, homosexuelle, est-ce que cette relation-là doit être d'une qualité, quelle est la qualité de cette relation-là? C'est très intrinsèque, c'est très subjectif et c'est relié à eux. J'ai pas émis de commentaires, j'ai pas émis de réflexion là-dessus ou de critères de sélection là-dessus dès le départ. Mais c'est des choses que je pouvais regarder lors de l'analyse de mes données. L'analyse des données s'effectue selon 3 niveaux de codification. Ouverte, axiale, sélective, c'est les 3 niveaux de codification qui sont bien connus en théorisation ancrée avec Carbon et Strauss, qui m'ont amené à me créer des codes, des catégories. Et par la suite, avec ces grandes catégories-là, j'ai commencé à faire un processus de modélisation qui est le résultat final, en fait, que je vais vous présenter tout à l'heure. Ce modèle-là, ça vous permet d'avoir une illustration d'un phénomène plus complexe. Quand je parle de ma recherche, je prends toujours le temps de parler des considérations éthiques puis des éléments éthiques que j'ai pensés dès le départ. Je trouve ça super important, surtout en recherche en soins palliatifs et de fin de vie, d'en parler puis de mettre l'accent là-dessus. C'est certain qu'il y a des éléments qui sont plus traditionnels. Donc, passer au comité d'éthique et assurer la confidentialité des données et des personnes qui ont participé, c'est des choses qui sont assez claires pour tout le monde. Puis, n'importe qui fait de la recherche passe par ces étapes-là. Mais particulièrement dans le cas où on parle d'une situation, d'une situation très sensible, le sujet de discussion est sensible, le moment que je le fais, donc avant le décès d'un proche, c'est également très sensible. Je dois m'assurer que le bien-être de mes participantes est assuré dans tout le processus de recherche et même après, mais également le respect. Pour ça, j'ai fait un processus de recherche qui est très souple. Je m'assurais que c'est eux qui décidaient de l'endroit, à la maison ou dans un restaurant ou dans un autre établissement où elles voulaient faire l'entrevue. Je m'assurais également que c'était à un moment où elles le décidaient. L'entretien ouvert, ça a été, elles m'ont dit à quel point elles ont adoré ça parce que ça leur permet de dire ce qu'elles avaient envie de dire, ce qu'elles voulaient dire et à un rythme où elles le voulaient. Donc, ça a été très progressif, ça a été très souple. La souplesse aussi, c'est de pouvoir exprimer ses émotions. Donc, c'est certain que quand on parle du futur de notre couple, parfois, quand on sait que notre conjoint va mourir, il y avait des grandes émotions qui étaient vécues et je leur laissais le temps de vivre ça. Pour assurer leur bien-être aussi, je leur ai fait une liste de ressources communautaires qu'elles pouvaient aller consulter. Je leur ai fait aussi un appel de suivi. On planifiait ça ensemble à la fin de l'entrevue. Et c'était pour s'assurer que, bon, pendant l'entrevue, je suis là, je suis infirmière, je pouvais les aider pendant l'entrevue, mais après, je serais plus là. Donc, il y avait cette liste de ressources-là, puis l'appel de suivi, ça me permettait de juste m'assurer que tout allait bien quelques jours après l'entretien. Donc, c'est tous des éléments que j'ai tenus en compte quand j'ai fait ma recherche dès le départ. Les participantes. J'ai rencontré 11 participantes, 11 conjointes. Vous voyez un peu les données sociodémographiques
ça illustre quand même bien les données qu'on a sur la proche aidance puis sur les personnes qui ont le cancer. Donc, l'âge des participantes était un médian de 66 ans. L'âge du partenaire à 70 ans. Les types de cancers aussi, c'est à peu près ce qu'on voit assez souvent. Leur occupation, ça va en fonction aussi de l'âge qu'elles avaient. La plupart étaient retraitées. 2 étaient en arrêt de travail depuis l'annonce de l'arrêt des traitements curatifs et pensaient revenir au travail quelque temps après le décès de leur conjoint. 1 était encore travailleuse, mais comme elle me le disait bien, c'était parce qu'elle le voulait bien et que son employeur était d'accord à ce qu'elle revienne à un temps progressif. Leur état civil, pour la plupart, était mariés. Je n'ai pas écrit ici, mais dans les 9 qui sont mariés, 2 d'entre elles se sont mariées au moment où ils ont obtenu le pronostic, c'est-à-dire au moment où elles ont reçu l'arrêt des traitements curatifs. Donc, ça a été un mariage qui s'est fait très, très tard et c'était voulu comme ça. C'était voulu, c'était planifié en fonction du décès possible de leur conjoint. 2 étaient en conjoint de fait et une des 11 participantes avait un enfant. Un enfant à charge, donc qui habitait encore avec elle. Par contre, son enfant était âgé de 18 à 19 ans, donc un peu plus vieux, et il était très autonome. Donc, c'était parmi mes pistes d'analyse, et je vais vous en parler plus tard dans mes limites. C'est quelque chose que j'ai pas pu explorer, donc quelqu'un qui avait des enfants en bas âge et qui devait jongler avec prendre soin de ses enfants et prendre soin de son conjoint malade. Dans les 11 participantes également, j'en ai 10 que j'ai rencontrées, donc entre l'arrêt des traitements curatifs et le décès de leur conjoint. Et j'en ai une que on avait planifié l'entrevue comme telle pendant cette période-là. Et la journée où j'étais supposée la rencontrer, je l'ai appelée le matin avant de m'en venir chez elle. Et elle me dit, ben mon conjoint est décédé ce matin très tôt. Donc, vous comprendrez que j'ai annulé l'entrevue. Je lui ai donné mes condoléances. Et tout de suite, elle me dit, écoute, je veux pas ne pas participer à la recherche. J'ai juste besoin de quelques temps. Là, je me disais, bon, prenez le temps que vous voulez. Elle m'a rappelé 2 jours plus tard pour me dire, je serais prête maintenant. J'ai envie de te rencontrer. J'ai besoin de te rencontrer. Donc, l'entrevue s'est faite 3 jours après le décès de son conjoint. Voici le modèle. Tout à l'heure, je parlais que j'avais eu un processus de modélisation, donc l'illustration d'un phénomène plus complexe. C'est un modèle du processus de préparation à la perte d'un conjoint. Un processus, ça a un début, ça a une fin. Et entre les deux, il y a une variabilité. Il y a un dynamisme. Ce dynamisme-là est double, donc il y a autant extrinsèque, lié à la trajectoire de la maladie et de la fin de vie du conjoint, et intrinsèque à la conjointe, lié à des réponses qu'elle donne face à cette trajectoire-là. J'y reviens. Donc, la dynamique du processus, c'est lié en 2 choses. La trajectoire de la maladie. La trajectoire de la maladie, elles m'ont parlé de 4 événements clés. Ces événements clés-là, l'annonce du diagnostic, l'arrêt des traitements curatifs, l'augmentation des symptômes et la diminution de la capacité fonctionnelle, ainsi que l'agonie et la fin de vie, sont des événements qui, à chaque fois, les replongent dans un état d'incertitude. C'est quelque chose qu'elles ne contrôlent pas. En réponse à cette incertitude-là, les conjointes vont répondre de façon immédiate, un peu comme instinctif, pour s'ajuster aux changements qui sont entraînés par la maladie, mais aussi des réponses qui sont orientées vers le futur, des scénarios mentaux, des idées, des plans, des sentiments, des émotions, qui leur permettent de prévoir les changements futurs de cette trajectoire-là et de planifier un peu l'ajustement qu'elles auraient besoin de faire en fonction de ces possibles changements futurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ces 4 événements clés, puis à l'intérieur, je vais
je vais placer certaines des réponses qu'elles émettent par rapport au changement. Donc, premier événement clé de cette trajectoire-là de maladie et de fin de vie, c'est l'annonce du diagnostic. C'est sûr que je vous apprendrai rien en vous disant que l'annonce du diagnostic, c'est un choc. C'est un choc, mais c'est un choc qui commence avant même l'annonce médicale du diagnostic. Dès qu'elles voient que leur conjoint, par exemple, crache du sang, ça sonne une cloche d'alarme. Ils ont tout Internet, donc ils vont tout voir sur Internet. Et ça sonne l'alarme encore plus quand on regarde sur Internet. Pour ce qui est de leur réponse et tout ça, en fonction du diagnostic, quand ils reçoivent le diagnostic de cancer, elles vont garder espoir. Elles vont garder espoir parce que, premièrement, parce que le cancer, c'est quelque chose d'assez commun dans notre société. Elles ont tous connu quelqu'un qui a eu un cancer et qui s'en est sorti. Elles voient aussi qu'il y a beaucoup d'argent au niveau du cancer pour le traitement du cancer et donc elles ont espoir que le traitement va être efficace. Cet espoir-là, il est entretenu aussi en fonction de la façon dont les professionnels de la santé vont parler des traitements. Si on regarde Mme Gagnon, dans un des encadrés, elle dit que la chirurgienne était convaincue, elle les a convaincus que la chirurgie allait tout enlever et que ça allait être OK. Donc, le cancer, il n'y en aurait plus après la chirurgie. Donc, il y a cet espoir-là qui est un petit peu créé par tout ce qu'on connaît sur le cancer, par la façon des professionnels d'en parler, mais aussi, elles doivent garder espoir parce que c'est un devoir conjugal. Là-dedans, elle me disait, c'est pas moi qui ai le cancer, c'est mon conjoint. Et moi, mon conjoint, je dois absolument le soutenir. Et même si elles n'auraient pas fait ce choix de traitement expérimental ou autre, elles ne peuvent pas le dire. Elles ne doivent pas le dire. Et donc, elle me disait que c'est un devoir conjugal. Et donc, elle jonglait entre cet espoir-là aussi et l'incertitude. Donc, elle devait garder espoir, elle ne pouvait pas parler si elle n'avait pas espoir. Mais il y avait quand même cette question-là. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça s'est métastasé? L'arrêt des traitements curatifs. Il y en a pour qui le cancer a été diagnostiqué, puis ils ont fait des traitements. Les traitements ont fonctionné parfois, donc on a rémission, et parfois pour d'autres, il y a eu plusieurs enchaînements de traitements inefficaces. Mais à chaque fois, il y a cet espoir-là qui est entretenu. Alors, quand on arrive avec l'annonce qu'on doit arrêter les traitements parce que plus rien ne marche ou parce que le cancer est revenu, il y a une perte d'espoir pour elle. C'est vraiment vécu comme une chute de l'espoir total, un espoir qui parfois avait été entretenu pendant des années. Et donc, elles m'ont parlé de ça. Elles m'ont parlé aussi de cette inévitabilité de la mort. Vraiment, pour celles qui n'ont même pas connu cet espoir de traitement-là, elles m'ont toutes parlé au moment où on se fait dire qu'il n'y a plus rien. Et c'est vraiment comme ça qu'elles le sentent. Elles le sentent comme étant il n'y a plus rien à faire. Elles se font proposer avec leur conjoint les soins palliatifs. Pour elles, c'est cette inévitabilité de la mort qui est arrivée. Donc, le cancer, qui était une crainte, est maintenant une certitude du décès à venir de leur conjoint. La façon qu'elles vont répondre à ça, ça va être de vivre au jour le jour. Elles vont ralentir leur rythme de vie. Elles vont arrêter de travailler pour celles qui travaillaient encore. Elles vont se créer une certaine flexibilité sociale, c'est-à-dire que lorsqu'elles ont des occasions de sortie avec des amis, elles vont toujours dire « Si mon conjoint va bien, je serai là, je vous donne pas ma confirmation tout de suite. »
Donc, il introduit cette notion-là et elles vont vivre au jour le jour pour profiter de tous les petits moments. Comme Madame Roy le dit dans l'extrait que je vous ai mis, c'est pas facile de vivre au jour le jour, mais c'est une obligation, sinon elles vont exploser. Elles vont aussi, avec cette inévitabilité de la mort-là, commencer à penser que leur conjoint, tous les plans qu'elles avaient faits à deux, ça sera pas possible. Et elles commencent à revenir un peu introspectivement sur qu'est-ce que sera leur vie alors qu'il sera plus là. La plupart me disent, c'était mon meilleur ami, donc qu'est-ce que je vais faire sans mon meilleur ami? Qu'est-ce que je vais faire? C'est l'homme de ma vie. Donc là, ils commencent à avoir un doute sur qu'est-ce que sera leur vie par la suite. Et comme Madame Gagnon le dit, pour elle, qui était en mobilité réduite, elle, c'était davantage flagrant parce qu'elle disait, ben, qu'est-ce que je vais devenir? C'est lui qui prenait soin de moi. Alors, elle se trouvait égoïste et la plupart m'ont dit qu'il y a un sentiment d'égoïsme, de se penser à soi plutôt que de penser à la personne malade immédiatement. Il y a le troisième événement clé, c'est l'augmentation des symptômes et la diminution de la capacité fonctionnelle. Ici, je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas de symptômes ou il n'y avait pas de diminution de la capacité fonctionnelle auparavant, mais c'est lié à la perception des conjointes et ça, c'est vraiment une et l'autre sont totalement différentes. J'en ai vu que la moindre petite perte de la capacité fonctionnelle était vue comme étant très, très gros, alors que pour d'autres que j'ai rencontrés, que moi, j'aurais trouvé ça très difficile et je suis infirmière, j'en ai vu, pour elles, c'était normal. Donc, c'est très personnel, cette augmentation-là, cette perception d'augmentation des symptômes et de la diminution de la capacité fonctionnelle. Mais avec la maladie qui progresse et la fin de vie qui progresse, ça entraîne plusieurs changements physiques, plusieurs changements sociaux, dont des changements relationnels avec leur conjoint. Donc, il y a cette notion de perte fondamentale qui s'instaure avant même que la mort de leur conjoint arrive. La perte fondamentale pour elles, c'est la perte de tout ce que représente leur conjoint. Donc, le conjoint a plusieurs rôles. Un rôle d'ami, de meilleur ami, de soutien financier ou de soutien émotionnel, et également d'amant et donc de mari ou de conjoint de la vie quotidienne. Donc, tous ces rôles-là sont tenus dans une personne et c'est cette perte fondamentale du quotidien qui les frappe à ce moment-là. Elles vont répondre à l'augmentation des symptômes et à la diminution de la capacité fonctionnelle en en modifiant leurs habitudes de vie. Donc, comme vous pouvez voir, Madame Simard, ils se sont achetés un vélo électrique parce qu'ils avaient l'habitude de faire du vélo ensemble et de partir en vélo assez souvent. Donc, pour continuer cette habitude-là, ils ont acheté un vélo électrique. Elle avait l'habitude aussi d'aller marcher, donc elle s'est trouvée une voisine pour aller marcher au lieu de son conjoint. Certaines autres ont changé des habitudes de vie alimentaire. Donc, pour continuer à manger avec leur conjoint, même si lui perdait de l'appétit, ils ont modifié les repas. On mange plus de soupe, on mange à des heures atypiques, on mange plus à la table parce qu'il n'est plus capable. Donc, ils vont modifier tout ça pour s'adapter, en fait, aux changements liés à la maladie. Avec toute cette augmentation des symptômes-là aussi, ils ont une augmentation dans leur rôle d'aidante, de plus en plus. Et tous ces changements liés à la maladie et à leur rôle viennent à leur faire penser à ce que ça va être à la fin de vie et quand pourrait arriver la mort. Il y en a qui vont penser on m'avait donné un 6 mois, un 8 mois de vie pour mon conjoint. Je pense qu'on arrive proche de cette estimée-là parce que je vois qu'il dépérit beaucoup. Donc, j'en ai beaucoup qui me disaient, bon, l'estimé est à peu près de ça. Mon estimé à moi, en tant que conjointe, il est de quelques semaines. Pour d'autres, c'était lorsqu'il sera plus capable de manger. C'est quoi mes plans? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir lui faire des soins de bouche.
Et il faisait des plans concrets. Donc, quand je vais voir l'infirmière mercredi, je vais lui demander des éponges pour pouvoir faire les soins de bouche. Et donc, elle commence à voir tout ce qui pourrait arriver par la suite et à se planifier les ajustements par rapport à ces changements-là possibles. Le quatrième événement clé, c'est l'agonie et la fin de vie. C'est là où il y a une cristallisation de la fin de vie. Par cristallisation, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui se passe leur fait penser au décès de leur conjoint. Par exemple, lorsque les professionnels de la santé parlaient de l'état de santé de leur conjoint, ils utilisaient beaucoup les mots soins palliatifs auparavant. Maintenant, ils vont parler de fin de vie. Ils vont parler de phase terminale. Et là, ça permet de voir pour eux que ça avance. On est rendu plus loin que les soins palliatifs, qui étaient là depuis plusieurs mois maintenant et que ça allait bien. Là, ça va moins bien. Pour eux, c'est ce que ça sonne. Elles vont aussi voir que c'est lourd, tous ces soins et tous ces symptômes qui sont vécus. Et il y en a pour qui c'est tellement lourd qu'elles commencent à souhaiter que ça s'achève. Et elles font des prières. Elles envoient des vœux. Donc, c'est très lourd et tout ce qu'elles pensent va en fonction de la fin de vie. Il y en a pour qui il y a eu l'appel d'une maison de soins palliatifs ou d'un étage de soins palliatifs comme étant une bonne nouvelle. Et pour certaines, oui, c'est une bonne nouvelle, ça leur enlève beaucoup de poids sur leur rôle d'aidante, mais aussi, ça leur dit que l'horloge de la fin de vie approche parce qu'il y a un 3 mois d'estimé dans ces milieux-là. Un 3 mois de vie estimé. Alors, elles se disent, ben, j'ai au maximum 3 mois avec mon conjoint. C'est ce qui m'est dit par cette annonce-là. Cette période-là fait en sorte qu'elles vont aussi lâcher prise. Lâcher prise de des choses qu'elles ne peuvent plus contrôler. Par exemple, il y en a pour qui c'était important de faire le ménage, de continuer à faire toutes les choses en même temps que s'occuper de leur conjoint. Et là, les soins du conjoint vont être la priorité. Le ménage, les gens ne regarderont pas. Elles commencent à lâcher prise sur certaines choses. Elles vont aller chercher les outils nécessaires. Donc, les services à domicile qui sont offerts pour elles. Elles vont aller s'outiller, elles vont aller se prendre un lit d'hôpital, et ainsi de suite. Lâcher prise, c'est aussi de faire entrer la mort comme étant un épisode normal de la vie, comme étant l'aboutissement de la vie. J'en ai rencontré 4 qui étaient à peu près dans cette partie du processus de préparation à la perte. Et les 4 m'ont parlé de la conclusion d'un livre. Elles se pensaient comme la conclusion d'un livre. Mais le livre, tu le jettes pas à la poubelle, tu le mets dans ta bibliothèque. Alors, elles se disaient, ben, c'est normal. C'est juste, ça conclut quelque chose. Et Madame Fortin, elle le dit, c'est d'accepter que la mort, c'est dans le processus normal de notre vie. Et pour aller avec ça, elles commencent à repenser à elles. Elles recommencent à penser à leur avenir parce que leur conjoint, sa vie va se terminer sous peu. Mais eux, leur vie va continuer. Alors, elles commencent à recommencer à faire des plans concrets sur ce qu'elles vont faire. La plupart disaient qu'ils avaient appris beaucoup de leur expérience et que maintenant, ils voulaient redonner, donc faire du bénévolat. Il y en a pour qui, comme Madame Caron, elle voulait continuer à faire des voyages, ce qu'elle avait arrêté de faire depuis la mort de son conjoint, depuis la maladie de son conjoint. Elle avait arrêté de faire des voyages. Et là, avec la mort de son conjoint, elle disait, ben, je vais recommencer. Il y en a pour qui c'était de s'acheter des billets de spectacle et je vais y aller dans 3 mois. C'est mon objectif. Donc, ça fait le tour un peu de mes résultats préliminaires. Je suis allée super rapidement. C'est certain qu'il y a des limites à toute étude et les limites que je voulais aborder avec vous, c'était que ma recherche, j'ai exploré de façon assez transversale l'expérience des conjointes. Donc, chacune était à un moment différent du processus de préparation à la perte. En regardant chacune une tranchée, j'ai pas vu toutes les variabilités, toutes les petits mouvements qu'il peut y avoir dans ce processus-là. Et ça, c'est une des limites.
Est-ce que j'aurais pu faire autrement? En ce moment, non. Et de façon éthique, je ne sais pas si on pouvait faire une étude longitudinale, ça serait exploré, mais ça serait intéressant de voir toutes les variabilités dans l'expérience des conjointes. Il y a aussi des contraintes et des difficultés vécues par rapport au recrutement des conjointes que j'ai vécues et qui ont amené, qui m'amènent à certains questionnements parce que j'ai dû abandonner certaines pistes d'analyse. Je vous disais tout à l'heure, certaines conjointes me disaient que leur expérience, ça serait probablement différent si elles avaient des enfants en jeune âge. Et c'était une de mes pistes d'analyse. Bien que j'aurais voulu avoir des conjointes avec des jeunes enfants, c'était impossible pour moi, dans le cadre de ma thèse, de le faire. Ça serait des pistes d'analyse à aller voir dans d'autres recherches en futur, ou encore des conjoints qui peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler à temps plein. Tout ça, ça peut aussi poser des questions sur la saturation théorique, qui est un concept assez subjectif en recherche qualitative. J'ai l'impression de l'avoir atteint parce que mes données sont assez denses et elles sont assez bien construites. Mon modèle est assez bien construit pour dire qu'il se tient bien et qu'il s'explique. Par contre, il y a des pistes d'analyse qui restent encore à déterminer. Donc, on aurait pu continuer encore et encore de faire une collecte de données. Je ne sais pas si ça aurait apporté quelque chose d'autre. Je vais finir avec quelques recommandations. Et les recommandations ne sont pas nécessairement liées à mes résultats de recherche, mais aussi à tout le processus de recherche, dans le sens que j'ai pu voir que c'était important, de par les discussions que j'ai eues avec les conjointes et avec les professionnels de la santé, c'était important qu'on s'occupe des proches aidants et qu'on reconnaisse leur importance dans le système de santé, mais aussi dans tout le soutien qu'on peut leur offrir et l'accompagnement. C'est aussi important de reconnaître les inégalités sociales. Je n'en ai pas parlé, mais il y a des données que j'ai qui montrent que elles se disent que puisqu'elles sont des femmes, puisqu'elles sont des conjointes, c'est leur devoir de faire, d'accompagner leur conjoint jusqu'à la fin de vie à la maison ou de faire certains gestes qu'elles ne feraient pas pour quelqu'un d'autre, mais vu que c'est leur conjoint, c'était normal et c'était obligé. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on réfléchisse en tant que société, mais aussi en tant que chercheur à aller explorer. C'est certain que de reconnaître aussi l'apport des proches aidants, puis le soutien qu'on doit leur offrir, ça demande du temps. Et le temps étant une ressource très rare dans notre système de santé actuel, c'est difficile, mais ça demande à ce qu'on puisse s'y attarder. Il y a beaucoup d'éléments dans mes résultats qui me faisaient croire qu'il faut aussi repenser à l'humanisation des soins et à la communication entre les professionnels de la santé et les proches aidants et les personnes malades. Je pense que c'est vraiment, il faut développer les compétences en communication, autant verbales que non verbales, pour qu'on s'assure que le canal de communication soit ouvert et bilatéral. Ensuite, il faut aussi que nos formations initiales et continues permettent de parler des soins palliatifs précoces, l'introduction des soins palliatifs précoces. Et pas seulement lorsqu'il n'y a plus rien à faire, comme on me l'a si bien dit dans ma thèse, mais comme étant quelque chose de continu lorsqu'il y a un diagnostic de maladie chronique. Il faut aussi qu'on aborde les notions de proches aidants, d'inégalité sociale, et qu'on mette vraiment les proches aidants comme étant dans nos études de cas, autant pour les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, qu'on mette les proches aidants au même titre que les personnes malades. Et il faut continuer la recherche. Mais ça, dans un réseau de recherche, j'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est important de continuer là-dessus. Et pour moi, ben, ça va être de voir la viabilité de mon modèle auprès d'autres populations, d'autres groupes, par exemple les aidants masculins, ou les femmes qui ont d'autres rôles sociaux à tenir en même temps que de prendre soin de leur conjoint. Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir.